cette histoire n'est pas celle d'un homme ruiné. C'est celle d'un homme qui a découvert un dimanche après-midi derrière la cloison de sa propre cuisine qu'il avait cessé d'exister en tant que personne pour devenir un objet d'étude. Un livre déjà lu, une page déjà tournée, ce qu'il a entendu ce jour-là murmurer dans une langue qu'on le croyait incapable de comprendre, allait effacer en quelques secondes 2 années d'une vie qu'il pensait être la plus belle de son existence. Édouard Brassard avait 60 et 1 an lorsqu'il m'a écrit pour la première fois. Ancien professeur, agrégé d'histoire-géographie, originaire de Dijon, il avait passé sa carrière entière dans le même lycée public, enseignant aux mêmes générations d'élèves les guerres napoléoniennes et la décolonisation. Il possédait 4000 livres. Il n'avait jamais été marié. Il avait vécu 12 ans avec une femme qu'il avait quittée parce qu'elle voulait des enfants, et lui non. Et depuis, il s'était habitué à parler tout seul à la radio le soir. Il pensait que son intelligence le protégeait. Il pensait qu'un esprit formé à l'analyse des sources historiques savait reconnaître un mensonge. Il avait tort sur toute la ligne. Et la manière dont il a découvert l'ampleur de cette erreur dans la chaleur moite d'un après-midi à Chiang Mai est l'une des scènes les plus silencieusement violentes que cette chaîne ait jamais racontées. Ce qui va suivre n'est pas une histoire d'arnaque sentimentale comme les autres. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu beaucoup d'argent, oui, mais qui a surtout perdu quelque chose de bien plus intime, la confiance en sa propre lucidité. Si vous aimez les histoires que je raconte, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour la croissance de ce projet et me permet de continuer à consacrer du temps à ces vidéos malgré mon emploi à plein temps. Merci d'être là. Je m'appelle Édouard. J'ai enseigné pendant 36 ans dans le même établissement, un lycée du centre de Dijon dont les murs sentaient la craie et le vieux parquet ciré. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans, un vendredi de juin, avec un pot dans la salle des professeurs, un discours du proviseur et une carte signée par des collègues dont je connaissais à peine les enfants. Le lundi suivant, je me suis réveillé à 6h30 par habitude, j'ai préparé mon café et je me suis assis dans mon fauteuil en face de ma bibliothèque. Je suis resté comme ça pendant près d'1 heure. Je crois que c'est ce matin-là que j'ai compris pour la première fois que j'étais seul, pas célibataire, seul. C'est pas la même chose. J'avais toujours été quelqu'un de frugal, de méthodique, ce que mes collègues appelaient avec une pointe d'ironie un fonctionnaire exemplaire. J'avais épargné pendant 35 ans. Mon appartement était payé depuis longtemps, 3 pièces au 2e étage d'un immeuble bourgeois dans le centre-ville, avec vue sur une cour intérieure, et un vieux marronnier qui perdait ses feuilles en octobre. Exactement. Ma retraite s'élevait à 2600 € par mois, ce qui, pour un homme sans enfant et sans goût particulier pour le luxe, représentait un confort réel. J'avais également réparti entre une assurance vie et 2 livrets d'épargne, environ 260 000 €. C'était le fruit d'une vie entière de prudence, d'une existence où je n'avais jamais acheté un vêtement neuf sans avoir d'abord réparé l'ancien. Mais l'argent, à la retraite, n'est pas le problème. Le problème, c'est le silence. J'avais toujours pensé que la vieillesse serait le moment où je pourrais enfin me consacrer pleinement à ma passion, la lecture, sans autre contrainte que celle du temps. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point on peut se lasser de ses propres pensées quand personne n'est jamais là pour les entendre. Je lisais un passage de Brodel, je voulais en discuter avec quelqu'un, et il n'y avait personne. Je tombais sur une phrase admirable de Chateaubriand, et j'avais besoin de la lire à haute voix, et il n'y avait que les murs. Mon frère Maurice, installé en Bretagne depuis 40 ans, m'envoyait une carte postale à Noël et à mon anniversaire. Nous nous téléphonions 2 fois par an. C'était une forme d'affection, je suppose, mais elle ne comblait pas grand-chose. Mes anciens collègues, après quelques mois, avaient progressivement cessé de m'inviter au dîner du vendredi. Les choses se délitent doucement quand on ne fait plus partie du quotidien partagé. C'est dans ce contexte que j'ai reçu, un matin d'automne, un courriel d'une ancienne collègue de lettres classiques, Mireille, qui organisait depuis sa propre retraite des voyages culturels pour une petite association d'anciens enseignants. Elle me proposait un circuit de 3 semaines en Thaïlande, Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai et Chiang Mai. Un voyage strictement patrimonial avec un conférencier de l'école française d'Extrême-Orient. J'ai accepté le soir même. J'avais jamais mis les pieds en Asie. Je me suis dit que ce serait une manière digne de marquer la fin de ma première année de retraite, une rupture avec le marronnier de la cour intérieure. J'ai lu Malraux dans l'avion. La Voix royale, un roman que j'avais déjà relu 3 fois, mais qui, à cette altitude et dans cette perspective, prenait une résonance nouvelle. J'étais ému, je crois, à l'idée de voir enfin ces temples dont j'avais parlé à mes élèves sans les avoir jamais contemplés. Quand l'avion a atterri à Bangkok, il était 4 heures du matin, et j'ai senti, dès la sortie de l'aéroport, la chaleur épaisse, humide, chargée d'odeurs inconnues,
qui montait du sol comme une présence vivante. Les 2 premières semaines se sont déroulées conformément au programme. Nous visitions des temples, nous prenions des notes, nous écoutions le conférencier expliquer l'iconographie bouddhique. Le soir, nous dînions en groupe dans des restaurants sélectionnés et je regagnais ma chambre vers 22 heures pour lire 1 heure avant de dormir. C'est un beau voyage, instructif, paisible, je ne cherchais rien d'autre. C'est à Chiang Mai, dans la 3e semaine, que tout a basculé. Nous étions logés dans un petit hôtel de charme, 3 étages, une vingtaine de chambres, construit dans un ancien manoir colonial reconverti. Le hall, vaste et sombre, sentait le bois de teck et l'encens. Un après-midi, vers 6 heures, je suis descendu chercher un plan de la vieille ville. Je n'ai pas trouvé la réceptionniste habituelle. À sa place, derrière le comptoir, une jeune femme, une femme d'une 30aine d'années, je sais jamais estimer les âges, lisait un livre en anglais. J'ai regardé la couverture machinalement, The Quiet American de Graham Greene. Je me suis arrêté net. Je dois préciser ici que j'ai passé une partie de ma carrière à enseigner l'histoire de la décolonisation et que la littérature coloniale anglo-saxonne est, avec la poésie française du XIXe siècle, le domaine qui me passionne le plus. Voir ce roman-là dans les mains de cette femme-là, dans le hall de cet hôtel-là, a produit chez moi un effet difficile à décrire. Une sorte de court-circuit de la probabilité, comme de tomber sur un compatriote au milieu d'un désert. Elle a levé les yeux, m'a vu stupéfait, et a immédiatement rangé le livre sous le comptoir avec une expression confuse. Elle s'est excusée en anglais de lire pendant son service. Je lui ai dit, dans mon anglais universitaire et raide, qu'elle ne devait surtout pas s'excuser, que j'étais simplement surpris, que Graham Greene était un auteur que j'admirais profondément. Elle a souri. Un sourire très doux, un peu timide, sans aucune coquetterie. Elle m'a dit qu'elle essayait d'améliorer son anglais en lisant de la littérature, que c'était difficile parfois, qu'elle comprenait pas toujours les passages politiques. J'ai passé l'heure suivante accoudé à son comptoir à lui expliquer le contexte historique du roman, la guerre d'Indochine, l'ambiguïté du personnage de Pyle, l'ironie du titre. Elle m'écoutait avec une attention qui me bouleversait. Elle posait des questions pertinentes. Elle connaissait, m'a-t-elle dit, quelques autres auteurs. Elle a cité Orwell, elle a cité un romancier vietnamien dont j'avais moi-même oublié le nom. J'étais littéralement subjugué. Je venais de passer 3 semaines avec des collègues retraités avec qui je n'avais jamais réussi à avoir une conversation littéraire digne de ce nom. Et cette jeune femme thaïlandaise, dans un hôtel de province asiatique, me parlait de Graham Greene avec une justesse qui me donnait envie de pleurer. Elle s'appelait Malefroma. Elle m'a dit que ses proches l'appelaient Mi. Elle avait, m'a-t-elle dit, une 30aine d'années plus tard. Elle préciserait 30 ans, un chiffre sur lequel je reviendrai car il faisait partie. Je l'ai appris bien plus tard, d'un mensonge parmi les plus anodins de l'édifice qu'elle construisait autour de moi. Elle travaillait à la réception de cet hôtel depuis 4 ans. Elle venait d'un village rural de la province de Nakhon Phanom, à la frontière laotienne. Elle avait dû quitter sa famille très jeune pour trouver du travail en ville. Elle m'a dit tout cela avec une sobriété remarquable, sans s'apitoyer, comme on énonce des faits. Je suis remonté dans ma chambre ce soir-là dans un état étrange, une excitation intellectuelle que je n'avais pas ressentie depuis des années, et une sorte de honte aussi, parce que je me rendais compte que cette conversation d'1 heure m'avait fait plus de bien que 6 mois de lecture solitaire. Je me suis dit, en me couchant, que j'allais prolonger mon séjour. Le circuit de l'association se terminait 3 jours plus tard. J'avais de l'argent, du temps, et soudain, une raison. J'ai effectivement prolongé. 2 semaines supplémentaires. Pendant ces 15 jours, je voyais Mi chaque soir, après son service. Nous nous retrouvions dans un petit café proche de l'hôtel, puis dans des restaurants qu'elle choisissait, toujours modestes, toujours authentiques. Elle ne buvait pas d'alcool, elle mangeait peu. Elle m'écoutait parler et parfois elle répondait avec des remarques d'une finesse qui me le laissait pantois. Ce qui m'a le plus frappé, pendant ces 2 semaines, c'est sa retenue. Je ne suis pas un homme naïf au point de ne pas savoir que certaines femmes, dans certaines régions du monde, peuvent être tentées de séduire un étranger âgé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature. J'avais lu, comme tout le monde, des articles sur les arnaques sentimentales. Je me croyais vacciné. Et précisément, ce qui m'a convaincu que Mi n'entrait pas dans cette catégorie, c'est qu'elle ne s'est jamais comportée comme on l'aurait attendu d'une femme cherchant à me piéger. Elle n'était pas démonstrative, elle ne me touchait pas le bras en parlant, elle ne riait pas trop fort à mes plaisanteries, elle refusait systématiquement que je paye au-delà de l'addition du repas. Quand je lui ai proposé, au bout d'1 semaine,
de venir prendre un thé dans ma chambre. Elle a décliné avec une gêne visible. Elle m'a dit, mot pour mot, qu'elle n'était pas ce genre de femme, qu'elle comprendrait parfaitement que je ne veuille pas perdre mon temps avec elle, mais qu'elle préférait être honnête tout de suite. Cette phrase, prononcée les yeux baissés, a achevé de faire de moi son prisonnier. Je me souviens d'avoir pensé, en rentrant seul à l'hôtel ce soir-là, qu'elle était probablement l'une des dernières femmes sur Terre à posséder cette forme de dignité silencieuse. J'ai écrit dans mon carnet, cette nuit-là, une phrase dont je rougis encore aujourd'hui quand j'y pense. J'ai écrit que j'avais rencontré une femme qui me rappelait les héroïnes de Duras. Notre relation est devenue physique à la toute fin de la 2e semaine. C'est moi qui l'ai demandé. Et c'est elle qui a accepté avec une hésitation qui m'a semblé authentique. J'ai eu l'impression, ce soir-là, d'avoir conquis quelque chose de précieux, d'avoir mérité une intimité qui ne se donnait pas facilement. Je comprends aujourd'hui avec quelle précision clinique cette impression avait été orchestrée. Mais sur le moment, j'étais un homme qui croyait vivre, peut être pour la première fois de sa vie, une véritable histoire. Je suis rentré à Dijon bouleversé. L'avion du retour a été l'un des vols les plus longs de mon existence. Je regardais par le hublot la mer de nuages, et je pensais à cette femme que je laissais derrière moi, à l'idée qu'elle se trouvait maintenant à 10 000 kilomètres, à l'absurdité géographique qui nous séparait. Dès mon retour, nous avons commencé à correspondre. Elle m'écrivait en anglais de longues lettres presque chaque jour, pleines de détails sur sa vie quotidienne, sur le marché de Chiang Mai, sur la pluie, sur une vieille voisine qui lui apportait de la soupe le soir. Elle me posait des questions sur mes lectures, sur Dijon, sur les plats que je cuisinais. Elle insérait parfois des citations littéraires des vers d'Emily Dickinson, une phrase de Tagore. J'étais émerveillé. Je relisais ces lettres le soir, après dîner, comme on relit un chef-d'œuvre. Je les imprimais et les classais dans un dossier vert. Ce que j'ai appris plus tard, et qu'il faut dire ici pour que l'histoire soit complète, ces lettres n'étaient pas écrites par Mi. Elles étaient dictées par elle, en taille, à une jeune étudiante du village qu'elle payait à la page pour les traduire en anglais. Les citations littéraires avaient été rassemblées par son cousin Prachia, dont je reparlerai longuement à partir de forums en ligne d'expatriés retraités, où il notait méthodiquement les auteurs les plus fréquemment mentionnés par les Français de plus de 60 ans. J'étais sans le savoir le destinataire d'un produit industriellement calibré pour ma consommation. Mais je m'avance. Revenons à cette période. 5 mois de correspondance. 5 mois pendant lesquels mon quotidien dijonnais est devenu supportable uniquement parce qu'il était rythmé par l'arrivée des lettres. Je me levais, je faisais mon café, je regardais ma boîte aux lettres électroniques, et si une lettre de Mi s'y trouvait, la journée était sauvée. Si aucune n'était arrivée, j'étais d'une humeur détestable jusqu'au soir. Je commençais à comprendre, très lucidement d'ailleurs, que j'étais en train de construire une dépendance, mais je me disais que c'était le prix de l'amour, et que, à mon âge, ce prix, je pouvais enfin me permettre de le payer. Au 5e mois, j'ai pris ma décision. J'allais m'installer à Chiang Mai. Pas définitivement, je suis un homme prudent, mais pour une durée indéterminée, disons d'au moins 1 an, pour voir ce que donnerait cette histoire dans la continuité d'une vie partagée. J'ai pris cependant certaines précautions qui, avec le recul, m'ont probablement sauvé. Je n'ai pas vendu mon appartement de Dijon. Je l'ai loué meublé à un jeune couple d'internes en médecine pour une durée de 2 ans, renouvelable. J'ai placé mes 4000 livres en garde-meuble, une opération qui m'a coûté 800 €, mais qui me permettait de dormir tranquille. J'ai conservé intacte mon assurance vie. Je n'ai transféré à Chiang Mai que les sommes nécessaires à mon installation et à mes dépenses courantes. C'était, m'a dit Maurice au téléphone quand je lui ai annoncé la nouvelle, d'une prudence qui lui ressemblait, je crois qu'il voulait dire, par cette remarque polie, qu'il me trouvait complètement fou. Mais il n'a pas insisté, il n'a jamais insisté sur rien, Maurice. C'est sa forme d'affection. Je suis donc arrivé à Chiang Mai au 6e mois de notre relation. Mi m'attendait à l'aéroport. Elle ne s'est pas jetée à mon cou. Elle m'a simplement pris la main, doucement, et m'a regardé avec une expression que j'ai interprétée comme un soulagement ému. Nous avons loué un petit condo dans un quartier tranquille de la ville, à une dizaine de minutes à pied du vieux marché. 1 2 pièces simples, climatisé, avec un balcon qui donnait sur un clos bordé de bougainvilliers. Je payais le loyer. Environ 450 € par mois, ce qui me semblait dérisoire par rapport à ce que j'aurais payé en France. Les 4 mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie. Je l'écris sans emphase, en essayant de rester fidèle à ce que j'ai réellement ressenti. Mi travaillait toujours à l'hôtel, mais elle avait réduit ses horaires à mi-temps. Le matin, je lisais sur le balcon, en buvant mon café. Vers 10 heures, elle partait travailler. Je passais l'après-midi à visiter les temples, à prendre des notes, à étudier le thaï, avec un manuel universitaire que j'avais commandé depuis la France. Elle rentrait vers 10 à 8 heures.
Nous dînions ensemble, nous parlions, nous nous couchions tôt. C'était une vie simple, presque austère, qui correspondait exactement à ce que j'avais toujours voulu sans oser me l'avouer. Il faut que je parle ici de mon apprentissage du taillis, parce que c'est un élément qui jouera plus tard un rôle décisif, et que je l'ai compris après coup, avait largement sous-estimé. J'ai une oreille plutôt bonne pour les langues. J'ai appris le latin et le grec à l'université, puis l'allemand et l'italien par goût personnel. J'avais, en arrivant à Chiang Mai, des bases correctes d'anglais, évidemment, et je partais du principe qu'un professeur d'histoire sait apprendre n'importe quelle langue s'il s'en donne la peine. Le thaï est une langue difficile pour un Européen. Elle est tonale, ce qui signifie que le sens d'un mot change selon la hauteur à laquelle on le prononce, et son écriture, sans espace entre les mots, demande une réorientation complète du regard. Mais j'avais du temps, de la méthode, et une motivation qui était, au départ, de pouvoir un jour parler à la mère de Mi dans sa propre langue. Je me suis mis au travail, avec application. 2 heures chaque matin, avec le manuel, un dictionnaire et un cahier où je recopiais les caractères à la manière d'un écolier. Au bout d'1 an, je comprenais les conversations simples. Au bout de 10 à 8 mois, je pouvais suivre une discussion entre natifs à condition qu'ils ne parlent pas trop vite. Au bout de 2 ans, je comprenais l'essentiel de ce qui se disait autour de moi sans être capable de tout restituer mot à mot. Mi ne le savait pas. Je ne lui avais jamais montré mes progrès. Par une sorte de pudeur intellectuelle, peut-être, ou par une méfiance qui remontait de très loin, je préférais garder mon apprentissage pour moi. Quand je parlais thaï en sa présence, c'était quelques phrases maladroites, quelques politesses au marché, et elle se moquait gentiment de mon accent. Elle me croyait, j'en suis sûr, incapable de comprendre une conversation rapide. Cette erreur d'évaluation, à elle seule, a suffi à faire s'écrouler l'édifice entier. Mais revenons à la chronologie, au 10e mois de notre vie commune, Mi m'a proposé que nous nous marions. Pas par insistance, elle n'insistait jamais, mais par une allusion lors d'un dîner, une remarque sur la difficulté de sa famille à accepter qu'elle vive avec un homme sans engagement formel. J'ai accepté sans hésiter. Je lui ai même dit que c'était moi qui aurais dû le proposer, et qu'elle ne devait pas penser que mon silence sur ce sujet signifiait du dédain. Nous nous sommes mariés selon la tradition au village de Nakhon Phanom, sa province d'origine, 3 mois plus tard. Je me souviens du voyage en voiture, 14 heures depuis Chiang Mai, à travers des paysages de rizières et de forêts que je voyais pour la première fois. Le village lui-même était une concentration d'une 20aine de maisons en bois sur pilotis, regroupées autour d'un temple modeste. La cérémonie a duré 2 jours. Il y avait sa mère, une petite femme au visage, creusée par les années de travail au champ, ses oncles, ses tantes, une foule de cousins dont je ne retenais pas les noms, et sa sœur cadette, Kanya, que je rencontrais pour la première fois. Kanya avait 29 ans. Elle m'a été présentée comme la cadette de Mi, veuve depuis plusieurs années d'un ouvrier du bâtiment mort dans un accident de chantier à Bangkok. Elle avait 2 enfants, un garçon d'11 ans et une fille de 7 ans, qui, m'a-t-on expliqué, vivaient une partie de l'année avec Kanya au village et une partie de l'année avec Mi à Chiang Mai parce que les écoles étaient meilleures en ville. Kanya était plus réservée que sa sœur, plus effacée, mais d'une gentillesse silencieuse que je trouvais touchante. Elle parlait très peu d'anglais. Nous communiquions par sourire et par gestes. Il y avait aussi, dans la famille élargie, un cousin qui m'a été présenté comme le chauffeur occasionnel de la famille. Il s'appelait Prachia, un homme de mon âge apparent, mais probablement plus jeune, d'une 40aine d'années, solide, taciturne, les mains cailleuses. Il travaillait comme conducteur de camion pour une entreprise locale, m'a-t-on expliqué, et rendait régulièrement service à Mi et Kanya pour les transports longs. Je lui ai serré la main cordialement. Il m'a rendu mon salut avec un signe de tête, bref, presque militaire. J'ai pas pensé une seconde à cet homme pendant les mois qui ont suivi. Il n'était, dans ma perception, qu'un figurant de la vaste parenté thaïlandaise de ma femme. La dot que j'ai versée au mariage s'élevait à 400 000 bahts, environ 10 000 euros au cours de l'époque. Mi m'avait suggéré cette somme après de longues hésitations, en me disant que c'était modéré pour quelqu'un de mon profil et qu'il ne fallait surtout pas faire étalage de richesse devant les villageois. Cette modération m'avait conforté dans l'idée que sa famille était désintéressée. Un esprit moins prudent aurait été choqué qu'on lui demande une dot. Moi, j'étais rassuré qu'on m'en demande pas davantage. Je dois préciser ici un détail qui prendra son importance plus tard. Le mariage n'a pas été enregistré officiellement. Mi m'avait expliqué, avec une assurance tranquille, qu'il y avait des complications administratives liées à ma nationalité et à son absence de certains documents d'état civil, et qu'il fallait attendre plusieurs mois avant de pouvoir enregistrer l'union auprès des autorités thaïlandaises. J'ai accepté cette explication sans la questionner. En bon historien formé aux subtilités du droit coutumier, je trouvais normal qu'une tradition villageoise ancienne
ait sa propre logique, distincte du droit écrit. Je me suis marié dans ma tête, et cela me suffisait. Je ne réaliserai que beaucoup plus tard que cette absence d'enregistrement officiel était précisément ce qui permettait à Mi de conserver toute sa liberté juridique. Après le mariage, nous sommes rentrés à Chiang Mai et nous avons déménagé dans une petite maison de location à la sortie de la ville, à une vingtaine de minutes du centre. Une maison individuelle avec un jardin modeste, une cuisine séparée du salon par une cloison de bois, une chambre, une terrasse à l'arrière. Le loyer était d'environ 700 € par mois. Je l'ai pris à ma charge, sans discussion. C'est à partir de ce moment que les dépenses ont commencé à augmenter de manière significative, mais toujours par paliers si progressifs que je ne les ressentais pas comme une pression. Voici comment cela a commencé. 3 semaines après notre installation, Kania est venue passer quelques jours chez nous. Elle est arrivée en larmes. La maison familiale au village, où sa mère vivait seule, avait été endommagée par un typhon. La toiture fuyait, les murs en bois pourrissaient. Il fallait la rénover entièrement, mais la famille n'avait pas les moyens. Mi ne m'a rien demandé directement. Elle a simplement ce soir-là regardé le plafond pendant le dîner et m'a dit qu'elle savait pas ce qu'elles allaient faire, sa sœur et elle. J'ai attendu 2 jours, et puis j'ai proposé de financer les travaux. J'ai estimé le coût avec un artisan local, que Prachia, le cousin chauffeur, m'a recommandé. 18 000 € pour une rénovation complète, toiture, murs, électricité, plomberie. J'ai payé. Mi a pleuré en me remerciant. Sa mère, m'a-t-elle dit au téléphone, pleurait aussi au village. Je me suis senti utile d'une manière que je n'avais jamais connue dans ma vie de professeur retraité. 2 mois plus tard, Kania est revenue avec une autre préoccupation. Son emploi à mi-temps dans une boutique de tissus à Nakhon Phanom ne suffisait plus à nourrir ses 2 enfants. Elle envisageait d'ouvrir un petit commerce, un salon de coiffure modeste au village, mais elle n'avait pas le capital de départ. Là encore, Mi ne m'a rien demandé. Elle a simplement évoqué la situation un soir, avec cette tristesse résignée qui était devenue son registre émotionnel principal. J'ai proposé de financer le projet, 12 000 € pour le matériel, l'aménagement du local et 3 mois de fonds de roulement. J'ai payé. Kania m'a envoyé, 1 semaine après, des photos du salon en construction. Elle avait accroché au mur, en lettres dorées, une petite plaque avec la mention Brassard Salon. J'ai trouvé ce geste touchant à l'extrême. Je ne me suis pas demandé pourquoi un salon de coiffure thaïlandais porterait le nom d'un professeur d'histoire dijonnais. Je me disais qu'elle voulait me remercier et je trouvais cette reconnaissance aussi élégante que discrète. Sur la même période, les 2 enfants de Kania qui passaient, je le rappelle, une partie de l'année chez nous à Chiang Mai, ont été inscrits dans une école privée bilingue. Mi m'avait expliqué, avec des larmes dans les yeux, que les écoles publiques de la région étaient catastrophiques et que ces enfants, orphelins de père, méritaient une chance de sortir de la pauvreté. Les frais de scolarité s'élevaient à environ 8 000 € par an et par enfant. J'ai accepté de les prendre en charge. Sur 2 années, cela a représenté 6 000 €. Il y a eu également la voiture. Prachia, le cousin chauffeur, avait de plus en plus de trajets à effectuer pour la famille, accompagner les enfants à l'école, faire les courses au grand marché, transporter Kania entre le village et Chiang Mai. Sa vieille camionnette tombait constamment en panne. Mi a suggéré, avec sa prudence habituelle, que nous pourrions peu être envisagé d'acheter un véhicule d'occasion plus fiable qui serait utilisé par toute la famille. J'ai accepté une Toyota de 7 ans, 9 000 €. Prachia, en recevant les clés, m'a adressé son premier vrai sourire depuis que nous nous connaissions. J'ai été ému. Je me disais que cet homme taciturne finissait enfin par m'accepter. À cela se sont ajoutés les cadeaux des bijoux pour Mi, des vêtements pour les enfants, des produits de luxe introuvables en Thaïlande que je faisais venir de France pour sa mère, ainsi que les envois mensuels de soutien à la famille du village, environ 600 € par mois, qui servaient officiellement à nourrir la grand-mère et les cousins éloignés. Sur l'ensemble de la période de vie commune, cela a représenté environ 24 000 € supplémentaires. Je ne tenais pas de comptabilité précise. Je payais, c'est tout. J'avais l'impression, en payant, d'exister. Chaque fois qu'une nouvelle demande arrivait, j'avais ce curieux mélange d'agacement et de soulagement, l'agacement d'être sollicité, le soulagement d'avoir encore la possibilité d'être utile. Je ne voyais pas que cette alternance était précisément le mécanisme qui m'avait été tendu comme un piège. Ce qui m'éloignait de toute méfiance, c'est que Mi, pour sa part, ne demandait jamais rien. Elle acceptait, avec gêne, ce que je proposais. Elle refusait même régulièrement, au début, et il fallait que j'insiste. Cette résistance, calibrée avec une précision chirurgicale, me convainquait de ma propre générosité spontanée.
J'étais un homme bon qui aidait une famille modeste. J'étais un mari exemplaire qui prenait soin des siens. Je me regardais dans le miroir, le soir, avec une satisfaction tranquille. Je dois dire quelques mots sur la vie quotidienne avec Mi pendant ces 2 années parce que c'est là que réside la véritable cruauté de l'histoire. Cette vie était belle. Je le dis sans ironie, et je le dis aujourd'hui encore alors que je connais la vérité. Les matins étaient doux. Elle préparait le café, d'une certaine manière. Avec de la cardamome, elle m'avait dit, une fois que c'était une habitude de sa grand-mère, et je trouvais à ce café un goût unique. Nous marchions souvent le soir dans le vieux quartier, main dans la main, en silence. Elle savait rester silencieuse, c'était un de ses dons. La plupart des gens ne savent pas se taire ensemble. Elle, oui. Nous avions pris l'habitude de lire sur la terrasse le dimanche après-midi. Elle, ses romans en anglais, elle était passée de Graham Greene à Doris Lessing, puis à Margaret Atwood. Moi, mes livres d'histoire. Nous échangeons parfois quelques commentaires. Le soir, elle cuisinait. Je mettais la table. Nous écoutions de la musique classique. C'est elle qui m'y avait mis. Elle aimait Debussy particulièrement, et je lui en étais reconnaissant parce que j'avais toujours un peu méprisé Debussy, et elle m'avait fait comprendre, par la seule écoute silencieuse des nocturnes, à quel point j'avais eu tort. Je veux que vous compreniez bien ce que je dis ici. Cette vie n'était pas une fiction. Les gestes, les repas, les silences, la chaleur de son corps la nuit, tout cela existait vraiment. Ce qui était fictif, c'était uniquement le pourquoi, mais sur le moment, qui s'interroge sur le pourquoi quand le comment est aussi doux. Et puis, il y a eu ce dimanche, c'était le 20e mois de notre vie commune. Un dimanche d'avril, si ma mémoire est fidèle, même si j'ai cessé depuis longtemps de faire confiance à ma mémoire pour ce qui concerne cette période. Il faisait une chaleur particulière ce jour-là, une chaleur sèche et lourde, annonciatrice de la mousson. J'étais parti vers 11 heures au Wat Frasing, l'un des temples les plus anciens de la vieille ville, pour une visite que je voulais prolonger. Je préparais à l'époque un carnet de notes sur l'iconographie des temples du Lanna, avec l'idée vague d'en tirer un jour un article pour une revue d'histoire de l'art. Mi savait que je ne reviendrais pas avant 10 à 7 ou 10 à 8 heures. Je suis arrivé au temple, j'ai commencé à prendre des mesures, des photographies, et à midi, alors que j'ouvrais mon sac pour chercher mon carnet de notes, je me suis aperçu que je l'avais oublié à la maison, sur la table de la terrasse. J'ai hésité quelques minutes, puis j'ai décidé de rentrer le chercher. Il me fallait ce carnet. Mes notes de la matinée étaient importantes, je voulais les consigner immédiatement avant d'oublier les impressions visuelles précises. Le trajet en scooter depuis le temple jusqu'à la maison prenait une vingtaine de minutes. Je suis arrivé vers 12h30. J'ai garé le scooter dans la rue, à une trentaine de mètres de la maison, comme je le faisais toujours, une habitude que j'avais prise pour éviter de réveiller les voisins tôt le matin. Je suis entré par la porte du jardin, à l'arrière. Je voulais être discret, récupérer mon carnet sans déranger Mi, et repartir aussitôt. La porte du jardin grinçait d'ordinaire. Mais Prachia l'avait huilée la semaine précédente. Elle s'est ouverte silencieusement. J'ai traversé la terrasse, j'ai contourné la table où mon carnet était effectivement posé, et j'ai posé la main dessus. Et à ce moment-là, à travers la cloison de bois qui séparait la terrasse de la cuisine, une cloison ajourée par endroits, qui laissait passer les sons autant que la lumière, j'ai entendu des voix, 2 voix. Celle de Mi, celle de Kanya. Elle chuchotait en taille, à voix basse, comme des gens qui veulent pas être entendus. Je me suis figé. Pas par curiosité. Par une sorte de réflexe professionnel, le réflexe de l'historien qui, quand il tombe sur un document inattendu, s'arrête pour le lire avant de poursuivre sa route. Je suis resté immobile. Et j'ai écouté. Ce qui est suivant, je vais essayer de le restituer le plus fidèlement possible. Je précise que je n'ai pas tout compris sur le moment. Mon taillis, après 2 ans d'apprentissage solitaire, était suffisant pour saisir des fragments, des mots-clés, des intentions générales, mais pas la totalité. Ce que j'ai fait, c'est que je suis resté derrière cette cloison pendant près de 20 minutes, immobile, le cœur battant à une vitesse que je ne me connaissais pas, en notant mentalement chaque mot que je pouvais identifier. Puis, beaucoup plus tard, j'ai reconstitué la conversation avec l'aide d'un traducteur professionnel à Bangkok. Ce que je vais vous rapporter est la version reconstituée, pas ma compréhension immédiate. Mi disait qu'il fallait accélérer. Elle employait un mot thaï qui signifie littéralement « pousser plus fort ». Elle disait que Prachia allait prononcer son prénom, celui du cousin chauffeur devenait impatient, qu'il ne comprenait pas pourquoi l'opération durait aussi longtemps, qu'il trouvait que ce retraité français était une cible plus lente que les précédentes. Les précédentes, j'ai bien entendu ce mot et il a résonné dans ma tête comme une cloche dans une cathédrale vide. Mi disait ensuite qu'il fallait viser l'appartement de Dijon. Elle employait le nom de ma ville avec l'accent thaï Dijong.
Et ce petit son ridicule et tendre a manqué me faire sortir de ma cachette pour hurler. Elle disait que le vieux, elle utilisait un mot taillis qui désigne les hommes âgés avec une nuance de condescendance. Comme on dirait en français, le bonhomme refusait obstinément de vendre cet appartement, qu'il fallait trouver un nouveau levier. Elle évoquait une histoire de maladie. Son père a-t-elle précisé un diagnostic grave, quelque chose de cancéreux, a inventé, a documenté avec de faux papiers que Prachia pouvait se procurer auprès d'un contact à Bangkok. L'idée était que cette maladie nécessiterait une intervention coûteuse et que seul le déblocage de l'assurance vie française permettrait de la financer, son père. Mais son père, je le savais, était mort depuis plus de 20 ans. Elle me l'avait dit elle-même dans l'une de nos premières conversations à Chiang Mai, en me montrant une vieille photo. J'avais été touché, j'avais pensé qu'elle s'ouvrait à moi avec une confiance précoce. Et elle envisageait maintenant à voix basse dans sa cuisine de le ressusciter pour lui inventer un cancer destiné à me soutirer de l'argent. Kanya riait doucement, un petit rire que j'avais jamais entendu chez elle, un rire de complicité, presque affectueux, le rire de deux femmes qui partagent depuis longtemps une entreprise commune. Elle a demandé à Mi si le vieux était toujours aussi facile, et Mi a répondu une phrase que j'ai parfaitement comprise sur le moment parce qu'elle l'a prononcée plus distinctement que le reste. Elle a dit littéralement « Il est comme un livre que je n'ai même plus besoin d'ouvrir pour connaître la page suivante ». Je me suis appuyé contre la cloison. Mes jambes, sans que je le décide, se sont dérobées doucement et je me suis retrouvé accroupi, le dos contre le bois, le carnet de notes serré contre ma poitrine comme un petit animal que j'aurais voulu protéger. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. J'ai simplement compris, dans une clarté absolue, que je venais de vivre la scène la plus importante de ma vie et que je ne serais plus jamais le même homme. Je suis resté accroupi pendant peu, être 10 minutes. Ce que je ressentais n'était pas la colère, pas immédiatement. C'était une sorte de vertige intellectuel. Un homme qui a passé toute sa vie à analyser des sources, à recouper des témoignages, à traquer les mensonges dans les archives officielles, venait de découvrir qu'il avait été pendant 2 ans le protagoniste d'un récit écrit par quelqu'un d'autre. Je me regardais faire, je me regardais pendant ces 2 années, m'émouvoir, aimer, offrir, et je comprenais, rétrospectivement, que chacun de ces gestes avait été prévu, anticipé, prévu avec précision sur un tableau, dans une cuisine ou ailleurs, par des personnes qui parlaient de moi comme d'un ouvrage dont elles connaissaient déjà toutes les pages. Ce qui m'a le plus dévasté, c'était pas l'escroquerie. C'était la phrase « un livre qu'elle n'avait même plus besoin d'ouvrir ». Elle ne disait pas qu'elle m'avait bien étudié, elle disait qu'elle avait fini de m'étudier, que j'étais devenu prévisible au point d'être ennuyeux. Pour un homme qui avait construit toute son identité sur la complexité supposée de sa vie intérieure, cette phrase était une sentence de mort. J'ai fini par me relever, doucement, avec la lenteur d'un homme de mon âge. J'ai repris le carnet, j'ai reculé vers le jardin. J'ai refermé la porte avec la même discrétion qu'à l'arrivée, je suis remonté sur le scooter, je suis retourné au Watt Racing. J'ai passé l'après-midi à prendre des notes sur les fresques, comme si de rien n'était. Je me souviens avoir pensé à un moment que j'écrivais très bien ce jour-là, que les phrases me venaient avec une précision inhabituelle. Je n'avais jamais autant ressemblé à un historien qu'en cet après-midi où je venais de comprendre que j'avais été pendant 2 ans un personnage de roman. Je suis rentré à la maison à 7h30, comme prévu. Mi m'attendait sur la terrasse. Elle m'a souri. Elle m'a demandé si ma journée s'était bien passée. Je lui ai répondu que oui, que le temple était magnifique, que j'avais beaucoup avancé sur mes notes. Je lui ai embrassé le front, elle a ri doucement, nous avons dîné ensemble. Elle avait préparé une soupe au gingembre, mon plat favori. Je l'ai mangée, nous nous sommes couchés vers 22h. Elle s'est endormie avec la tête sur mon épaule, comme presque toutes les nuits. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, immobile, le regard fixé au plafond, en écoutant sa respiration régulière. Pendant 3 mois, je n'ai rien dit. C'est la partie de cette histoire dont j'ai le plus de mal à parler, même aujourd'hui. 3 mois pendant lesquels j'ai continué à vivre, à partager le lit, à partager les repas, à faire l'amour avec une femme dont je savais qu'elle m'avait jamais aimé une seule seconde. 3 mois pendant lesquels j'ai embrassé chaque matin un être humain qui, au fond de lui, me considérait comme un livre déjà lu. Les premiers jours ont été les plus pénibles. Je savais pas comment faire pour paraître normal. Je me réveillais en sursaut la nuit, persuadé d'avoir crié pendant mon sommeil. Je regardais Mi pendant qu'elle dormait, et je me demandais si j'étais capable de la regarder assez longtemps pour qu'un mot me vienne, un mot qui décrirait ce que je ressentais. Aucun mot ne venait. Il n'existe pas de mot en français
pour désigner ce que ressent un homme qui découvre qu'il a été prévisible. Puis, au bout de quelques jours, quelque chose en moi s'est mis en marche. Quelque chose de très ancien, de très profond que je ne connaissais pas. L'historien, le fonctionnaire méthodique. L'homme qui, depuis 36 ans, savait qu'on ne répond à une injustice que par la documentation. J'ai compris que je ne me relèverais de cette situation qu'en la comprenant entièrement. Et que, pour la comprendre entièrement, il me fallait du temps, du silence et des preuves. J'ai commencé à prendre des notes, discrètement, dans un petit carnet que je gardais dans la poche intérieure de ma veste. Je consignais chaque détail suspect, chaque incohérence, chaque nom prononcé en ma présence. Je datais tout. Je croisais tout. Je me suis aperçu, en relisant mes notes au bout d'une semaine, que certaines dates ne collaient pas. Des voyages de Prachia qui correspondaient exactement aux absences de Mi. Des visites de Kania qui avaient toujours lieu la semaine suivant la réception de l'argent. Des appels téléphoniques que Mi prenait dans la salle de bain, la porte fermée, à des heures étrangement régulières. J'ai pris des photographies. Avec mon téléphone, je photographiais les documents que Mi laissait traîner, les relevés bancaires qu'elle glissait dans un tiroir, les lettres qu'elle recevait du village, les SMS qu'elle consultait distraitement sur la terrasse. Je n'étais pas fier de ce que je faisais. Mais je ne voyais pas d'autre moyen de reconstituer la vérité. Au bout de 3 semaines, j'ai pris rendez-vous au consulat de France à Chiang Mai. Je suis allé voir un fonctionnaire consulaire avec lequel j'avais eu quelques échanges cordiaux lors de mon installation. Je lui ai tout raconté en lui demandant la plus grande discrétion. Il m'a écouté sans manifester d'émotion particulière. Je comprendrai plus tard qu'il avait dû entendre des dizaines de récits similaires. Il m'a recommandé un détective privé thaïlandais, un ancien policier à la retraite qui travaillait régulièrement pour le consulat sur ce type d'affaires. Un homme discret, efficace et détail crucial complètement extérieur à la région de Nakhon Phanom où se trouvait la famille de Mi. J'ai rencontré ce détective dans un café anonyme de Bangkok lors d'un voyage que j'avais prétexté pour acheter des livres à la librairie française de la ville. Je lui ai remis une liste de noms, de dates, de lieux. Je lui ai demandé d'enquêter discrètement sur Mi, Kania, Prachia et tout le cercle familial. Ses honoraires étaient élevés 7 000 € pour une enquête complète, mais il m'a garanti un rapport exhaustif sous 6 semaines. J'ai attendu ces 6 semaines dans la dissimulation la plus totale. C'est là, je crois, que j'ai fait le plus grand effort mental de ma vie. Continuer à sourire, continuer à offrir, continuer à écouter les nouvelles demandes financières. Il y en a eu 2 pendant cette période. Une pour les études complémentaires de l'aîné des enfants. Une pour un problème de santé vague invoqué par la mère de Mi. J'ai payé les 2. Il m'a semblé important, stratégiquement, de ne pas éveiller les soupçons. Si l'argent cessait de couler, Mi comprendrait immédiatement que quelque chose avait changé. Le rapport du détective m'est parvenu un matin, par courrier diplomatique sous enveloppe scellée. Je l'ai emporté au café où j'avais mes habitudes, j'ai commandé un thé, et je l'ai lu d'une traite, 47 pages. 47 pages qui ont confirmé point par point ce que j'avais pressenti, et qui ont ajouté des détails que je n'avais même pas imaginés. Mi n'avait pas 30 ans, elle en avait 34. Un détail mineur peut être, mais révélateur. Elle avait 4 ans de plus que ce qu'elle m'avait dit, et ces 4 années supplémentaires correspondaient précisément à la période pendant laquelle elle avait commencé son activité de ciblage. Le rapport remontait ses antécédents. Elle avait eu, avant moi, 3 autres cibles occidentales. Un Belge de 67 ans qui avait porté plainte 3 ans auparavant et qui avait perdu environ 140 000 € avant de comprendre. Un Allemand de 63 ans qui n'avait jamais porté plainte, mais dont la trace avait été retrouvée par le détective via les registres d'un hôtel où il avait séjourné. Un Néerlandais de 58 ans, encore plus récent, qui avait probablement versé 60 000 € sur une période plus courte. Le schéma était identique dans les 3 cas. Rencontre dans un hôtel, correspondance, installation, mariage traditionnel non enregistré, escalade progressive des demandes via la sœur ou la mère, et parfois départ brutal de la victime quand elle découvrait la vérité. Aucun de ces hommes, à ma connaissance, n'avait obtenu récupération d'1 seul euro. Prachia, le cousin chauffeur, n'était pas un cousin au sens éloigné du terme. C'était le cousin germain, de Mi, le fils de la sœur de sa mère, et surtout c'était son compagnon depuis l'adolescence, le père biologique de ces 2 enfants. Les enfants qui m'étaient présentés comme étant ceux de Kania étaient en réalité ceux de Mi et de Prachia. Kania servait de couverture pour cette parentalité réelle. L'aîné avait 11 ans, ce qui signifiait que Mi et Prachia étaient ensemble depuis au moins 12 ans. Je suis resté plusieurs minutes à fixer cette information sur le papier. La relation incestueuse cousin germain était un détail supplémentaire, mais ce qui m'écrasait, c'était la profondeur temporelle. 12 ans. Elle aimait cet homme depuis
12 ans, elle avait fait 2 enfants avec lui. Elle dormait probablement dans ses bras chaque fois qu'elle prétendait partir au village pour aider sa mère. Tout ce que j'avais cru partager avec elle, l'intimité, la sexualité, l'affection du quotidien, n'était qu'une représentation soigneuse destinée à dissimuler une histoire d'amour authentique qui se jouait ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Kanya n'était pas veuve. Elle n'avait jamais été mariée. Son faux statut de veuve servait uniquement à justifier auprès des cibles successives les demandes d'aide répétées. Le salon de coiffure que j'avais financé Brassard Salon avait effectivement été ouvert, mais il était enregistré au nom de Prachia, pas de Kanya, et les bénéfices allaient sur un compte commun géré par le cousin. La maison rénovée au village, celle dont j'avais payé la toiture et les murs, n'était pas la maison de la mère de Mi. C'était une maison achetée par Mi elle-même quelques mois auparavant et enregistrée à son nom et à celui de Prachia. Ma rénovation avait été une plus-value immobilière offerte au couple. Ils envisageaient, selon les informations recueillies par le détective, de la mettre en location touristique. La voiture d'occasion que j'avais achetée était utilisée presque exclusivement par Prachia pour ses propres déplacements qui n'avaient rien à voir avec la famille. Et enfin, le rapport se terminait sur un détail que j'ai mis longtemps à assimiler. Le détective, dans sa conclusion, estimait que la stratégie déployée contre moi était conçue pour durer encore 3 à 5 ans. Le véritable objectif final de Mi et Prachia n'était ni le salon de coiffure, ni les frais de scolarité, ni la voiture. C'était mon appartement de Dijon et mon assurance vie. Tout le dispositif des 2 premières années n'était qu'une phase préparatoire destinée à établir la confiance, la fusion administrative et émotionnelle nécessaire à l'exécution de la phase finale. Celle où j'aurais vendu Dijon, débloqué l'assurance vie et transféré l'intégralité de mes biens en Thaïlande. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que Mi disparaîtrait. J'ai refermé le rapport, j'ai payé mon thé, je suis rentré à la maison. Mi m'a demandé si ma journée s'était bien passée. Je lui ai répondu que oui, que la librairie française de Bangkok était aussi bien fournie qu'on le disait. Elle m'a embrassé sur la joue. Je lui ai rendu son baiser. Il m'a fallu encore 3 semaines pour préparer mon départ. Je voulais pas partir dans la précipitation. Je voulais partir comme un homme qui a terminé un chapitre et ferme méticuleusement le livre avant de le remettre sur l'étagère. J'ai transféré discrètement, en plusieurs petites opérations étalées dans le temps pour ne pas éveiller l'attention des services bancaires, les fonds qui se trouvaient sur mes comptes thaïlandais vers mes comptes français. Il me restait pas grand-chose sur place, environ 2000 €, mais je préférais que cette somme soit rapatriée. J'ai rassemblé mes papiers les plus importants dans un petit sac à dos que je laissais, depuis des semaines, négligemment posé dans l'entrée. Passeport, documents bancaires, copie numérique du rapport du détective, carnet de notes personnelles. J'ai laissé sur place tous mes vêtements. J'ai laissé les cadeaux que j'avais offerts à Mi. J'ai laissé le scooter. J'ai laissé les livres que j'avais achetés à Chiang Mai, une centaine d'ouvrages sur l'histoire du Lanna que je n'avais pas encore lus. Je ne voulais rien ramener. Je voulais partir comme on sort d'une pièce dont on comprend qu'on n'aurait jamais dû y entrer. J'ai choisi un mardi matin. J'avais dit à Mi la veille que je comptais visiter le temple de Wat Phra Dat Lampang Luang dans la province voisine pour une journée complète. Je partirais tôt, rentrerais tard. Elle ne devait pas s'inquiéter si je ne répondais pas à ses messages pendant la journée. Elle m'avait embrassé distraitement. Elle regardait une série sur sa tablette. Ce mardi-là, je me suis levé à 5 heures. Elle dormait encore, je l'ai regardée longtemps, c'était la dernière fois que j'allais voir son visage. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait, dans le sommeil, une expression que je ne lui avais jamais vue en état de veille. Une expression vide, sans rôle, sans personnage. Le visage d'une femme qui ne jouait plus. Je me suis dit que c'était peu être le seul vrai visage que je voyais depuis 2 ans. Je me suis habillé sans bruit, j'ai pris mon sac à dos, je suis sorti, j'ai fermé la porte doucement, comme un voleur dans sa propre maison. J'ai pris un taxi jusqu'à l'aéroport de Chiang Mai. J'ai acheté un billet pour Bangkok sur le premier vol intérieur disponible. À Bangkok, j'ai acheté un billet pour Paris sur le vol du soir. J'ai passé la journée à l'aéroport, dans le salon international, à lire un livre dont je n'ai retenu aucune phrase. À 9h40, j'ai embarqué. À 20h15, l'avion a décollé, j'ai regardé Bangkok disparaître sous les nuages. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'avais, dans ce moment précis, atteint une forme d'épuisement qui excluait les larmes. Mi m'a appelé pour la première fois vers 22h, heure thaïlandaise. J'étais déjà au-dessus de l'Inde.
Elle a laissé un message vocal que j'ai écouté bien plus tard depuis Dijon. Elle me demandait si tout allait bien, pourquoi je ne répondais pas. Sa voix était parfaitement calibrée, un peu inquiète. Pas trop. Juste ce qu'il fallait. Une actrice jusqu'au bout. J'ai atterri à Paris un mercredi matin vers 6 heures. J'ai pris le TGV pour Dijon. Je suis arrivé à mon appartement, le mien, celui que j'avais loué aux jeunes internes, vers 13 heures. Les locataires étaient au travail. J'avais conservé une clé. Je suis entré. L'appartement sentait un peu le café et le parfum inconnu d'une autre vie, mais c'était mon appartement, avec mes murs, mes fenêtres, mon marronnier dans la cour. Je me suis assis dans l'entrée, par terre, le dos contre la porte, et j'ai pleuré pour la première fois en 2 ans. J'ai appelé Maurice le soir même. Je lui ai raconté tout. Il m'a écouté pendant près d'1 heure sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis il m'a dit seulement, de sa voix bretonne un peu rauque: tu viens à la maison pour quelques semaines? Je vais te chercher à la gare. J'y suis allé. J'ai passé 6 semaines chez mon frère, dans sa vieille maison de pierre face à la mer. Nous n'avons presque pas parlé de mi. Nous nous promenions sur la grève. Nous lisions le soir. Il cuisinait des choses simples. Il m'a sauvé la vie sans jamais prononcer les mots qu'il aurait dit. Je n'ai jamais répondu au message de Mi. Ni au premier, inquiet, ni au suivant, angoissé, ni au suivant, paniqué, ni au dernier, menaçant, où elle évoquait, dans un anglais dont j'entendais pour la première fois la maladresse véritable, des conséquences juridiques, des dettes, des promesses rompues. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas non plus porté plainte. J'ai discuté de cette option avec un avocat à Dijon, qui m'a expliqué avec une honnêteté brutale que les chances de récupérer quoi que ce soit étaient proches de zéro, et que la procédure me coûterait plus cher que ce que je pourrais espérer obtenir. J'ai renoncé. Le silence, ai-je décidé, serait ma seule réponse. Faisons les comptes, puisqu'il le faut. J'ai perdu environ 86 000 euros sur l'ensemble de la période, la dot de mariage 10 000 euros, la rénovation de la maison du village 10 à 8 000 euros, le salon de coiffure 12 000 euros, la scolarité des enfants sur 2 ans 6 000 euros, la voiture 9 000 euros, les cadeaux, bijoux, voyages et envois mensuels environ 24 000 euros, les frais d'enquête privée et les consultations juridiques environ 7 000 euros, au total 86 000 euros. C'est, paraît-il, une perte modérée dans ce genre d'affaires. J'ai lu depuis des témoignages de victimes qui ont perdu tout leur patrimoine, leur retraite, leur maison familiale, parfois leur raison. Moi, j'ai sauvé l'essentiel. J'ai encore mon appartement de Dijon, j'ai encore mon assurance vie de 220 000 euros, j'ai encore mes 4 000 livres récupérés intacts du garde-meuble. La prudence de fonctionnaire, cette prudence que je m'étais reprochée pendant des années comme un trait caractéristique de l'ennui, m'avait finalement sauvé. Je n'avais jamais vendu Dijon. Je n'avais jamais débloqué l'assurance vie. Mi et Prachia m'avaient épluché progressivement, comme on pèle un oignon, mais ils n'avaient jamais atteint le cœur. Ils avaient prévu de mettre encore 3-5 ans pour y arriver. Je suis parti avant. Mais je voudrais terminer ce récit sur autre chose que des chiffres. Parce que la vérité, c'est que cette histoire n'est pas une histoire d'argent. Les 86 000 euros, je les ai acceptés. Ils sont en quelque sorte le prix d'une leçon. Une leçon dure, humiliante, mais finalement bénéfique, parce qu'elle m'a obligé à me poser des questions sur moi-même que je m'étais jamais posées. Ce qui, aujourd'hui, me poursuit encore, 3 ans après le retour, ce n'est pas le montant perdu. C'est la phrase. La phrase de la cuisine. Un livre qu'elle n'avait plus besoin d'ouvrir. Cette phrase m'a appris quelque chose que je n'aurais jamais appris autrement, quelque chose qu'aucun livre, aucune archive, aucun cours universitaire n'aurait pu m'enseigner. J'ai appris que l'intelligence seule ne protège de rien. J'ai appris que la culture, l'érudition, l'habitude de l'analyse peuvent même aggraver la vulnérabilité parce qu'elles donnent à celui qui les possède une illusion de hauteur qui le rend incapable de voir les pièges posés à ras du sol. Un homme persuadé d'être subtil est la cible idéale d'une femme qui sait jouer la simplicité. J'ai appris aussi que la solitude ne se soigne pas par l'amour. On ne guérit pas un manque par un remède importé d'un autre continent. Ma solitude, celle qui me faisait parler tout seul à la radio, le soir à Dijon, n'avait pas été comblée par Mi. Elle avait été pendant 2 ans dissimulée. Mi n'avait pas rempli mon silence, elle avait simplement mis de la musique par-dessus. Quand la musique s'est arrêtée, le silence était toujours là, exactement comme je l'avais laissé, et il m'attendait avec une patience glacée. Je suis rentré maintenant 3 ans, j'ai repris une vie tranquille. Je vois Maurice, plus souvent nous nous téléphonons toutes les semaines désormais. Une vraie révolution dans notre relation. Je suis entré dans un club de lecture du quartier où je retrouve, un jeudi soir sur 2,
une dizaine de personnes qui, comme moi, cherchent des auditeurs pour leurs pensées. Je vais aux conférences de l'Université du Temps Libre. Je me suis remis à écrire un livre peut être sur l'iconographie des temples du Lhasa. Celui que je voulais écrire avant peut être autre chose. Peut être ceci. Qui sait? Je ne suis pas devenu méfiant. Je n'ai pas développé de haine particulière envers Mi, ni envers les femmes thaïlandaises, ni envers l'Asie. Je trouverais indigne de moi de généraliser. Mi était une personne singulière, Prashia était une personne singulière, et ce qu'ils ont fait était leur choix, pas celui de leur pays ou de leur culture. Je continue à lire Graham Greene. Je continue à boire mon café avec une pincée de cardamome, cette habitude-là m'est restée malgré tout, et je la conserve comme le seul souvenir que je consens à garder. Ce que je veux dire à celles et ceux qui écoutent cette histoire est simple. Si vous êtes seul et que quelqu'un sur Internet ou lors d'un voyage vous propose une intimité qui semble trop belle pour être vraie, arrêtez-vous. Respirez. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que cette personne a à y gagner concrètement, matériellement, en dehors de votre personne? Si vous êtes incapable de répondre à cette question en 30 secondes, il y a une probabilité non négligeable que la réponse soit plus sombre que vous ne voulez l'envisager. C'est pas de la paranoïa. C'est de l'hygiène mentale. Et si, comme moi, vous êtes un homme cultivé, retraité, convaincu que votre esprit vous protège, méfiez-vous en priorité. Cette conviction est précisément ce qui fait de vous la cible la plus facile. Les arnaqueurs professionnels n'aiment pas les imbéciles. Les imbéciles sont imprévisibles. Les arnaqueurs professionnels préfèrent les intellectuels, parce que les intellectuels sont cohérents, analysables et pleins de vanité dissimulée qu'il est facile de caresser. Il m'arrive encore, certaines nuits, de repenser à la cuisine, au bois de la cloison contre ma nuque, à la chaleur de cet après-midi, aux deux voix féminines qui chuchotaient à 3 mètres de moi et qui ne se doutaient pas que j'étais là. Je me revois accroupi, le carnet serré contre ma poitrine. Je me demande parfois ce qui serait arrivé si je n'avais pas oublié ce carnet au temple, si je n'étais pas rentré ce jour-là. J'aurais pu être continué, encore des mois, encore des années, à vivre une histoire dont j'étais le personnage principal sans être l'auteur. J'aurais pu être vendu Dijon. J'aurais pu être débloqué l'assurance vie. J'aurais pu être tout perdu. L'oubli d'un carnet m'a sauvé. C'est une vérité que je trouve, avec le recul, presque drôle. Toute ma vie, j'avais considéré les carnets comme des outils de pensée. Je découvre, à 61 ans, qu'un carnet peut aussi être un objet qui vous sauve la vie en se faisant oublier. Je pose ce récit aujourd'hui comme on pose un dossier sur une étagère. Je ne sais pas à qui il servira. Peut être à personne, peut être à un autre Édouard, quelque part, qui hésite à prolonger son voyage à Chiang Mai, à répondre à un sourire dans un hall d'hôtel, à ouvrir un livre anglais que tient une femme dont il ne sait rien. Si cet homme existe, et si ces mots lui parviennent, je voudrais seulement qu'il sache ceci. La solitude qui vous pousse à partir ne sera jamais guérie par celle ou celui qui vous attend à l'arrivée. Elle ne se guérit qu'en restant, qu'en apprenant à habiter son propre silence, qu'en cessant un jour de chercher un auditeur pour devenir enfin, à soi-même, son propre lecteur. Je m'appelle Édouard Brassard, j'ai 64 ans aujourd'hui, je vis seul à Dijon, dans un appartement que j'ai failli vendre et que j'ai pas vendu. J'ai retrouvé mes livres, j'ai retrouvé mon marronnier, je parle toujours à la radio le soir, mais je lui parle désormais en connaissance de cause. Je sais pourquoi je lui parle. Je sais ce que je cherche en elle. Et cette lucidité qui est venue à un prix que j'aurais jamais voulu payer et peut être la seule chose vraie que cette histoire m'ait donnée. Si ce récit vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, des histoires vraies, douloureuses, mais nécessaires. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté le silence d'un homme qui, pendant 3 mois, a vécu avec la femme qu'il avait déjà quittée sans le savoir.